scénario d'une affaire de drogue. Le lendemain de son arrivée, la brigade des stupéfiants vient de prisonnière et conseil. Il est placé en maison de correction. L'ennemi public numéro 1. Mais dès l'âge de 17 ans, il a des ennuis avec la judiciaire. Ils sont pris en charge par la photo datant de son incarcération. Eh bien, très chers téléspectateurs de TV Vendée, nous revoilà pour notre rendez-vous bimensuel autour des affaires criminelles de Vendée. Et d'ailleurs, nous sommes allés jusqu'à Londres avec Jack l'Éventreur, ce criminel plein d'humour macabre qui a tellement fasciné et dont il est possible qu'il ait été Sir Melville, un des pontes de Scotland Yard. Bien, l'affaire qui m'amène devant vous aujourd'hui met en scène encore, hélas, des citoyens britanniques. Des citoyens britanniques, et je dois dire que lorsque j'ai préparé cette émission, je n'ai pu m'empêcher de penser à cette espèce de ricanement du destin. Il y a quelques semaines, on découvrait, au lieu-dit La Chevaline, en Haute-Savoie, les corps de 3 sujets britanniques, la famille Al-Hili, avec une enfant de 4 ans qui est découverte encore vivante et qui n'est pas blessée, qui est indemne, et une petite fille de 8 ans qui a été sauvagement frappée à la tête, qui avait subi de très graves blessures et qui est heureusement, bien heureusement, sortie du coma, j'espère, sans séquelles. Or, et on en a parlé, on en a reparlé à cette occasion, par une sorte de hasard tout à fait étonnant, il y a 60 ans, le 5 août 1952, alors que cette affaire se déroule le 5 septembre 2012, eh bien, des sujets britanniques ont été assassinés et leur corps a été découvert près de Lurs, à côté de la ferme de la Grand-Terre. C'est l'affaire Dominici. L'affaire Dominici, eh bien, en entendant parler pendant 4-5 jours, comme vous, mesdames et messieurs, en entendant parler de cette affaire de la Chevaline, alors maintenant, évidemment, c'est le silence radio, on ne sait pas du tout ce qui se passe, il n'y a plus de conférence de presse du procureur, l'enquête se poursuit, j'avoue que j'appréhende un petit peu, je nourris de vives inquiétudes parce que depuis le début, j'espère me tromper, mais je pense que cette affaire de la Chevaline sera très difficile à sortir, comme le fut celle de l'affaire Dominici. Parvenir à la manifestation de la vérité dans l'affaire Dominici fut extrêmement difficile, si tant est que mes prédécesseurs de Marseille et de Digne y soient parvenus ou aient échoué, mais nous verrons que finalement les institutions policières, judiciaires ne se sont peut-être pas tellement trompées dans ce dossier, malgré toutes les séries télévisées et les films qui ont pu être tournés, qui jetaient le doute sur la culpabilité de Gaston Dominici, le patriarche de la Grand-Ferme. Le 28 novembre 1954, à 14h25, les jurés de la cour d'assises de Digne rentrent dans la salle d'audience. Ils sont 7. Ils ont délibéré en leur âme et conscience, en se fondant, comme la loi le prescrit, sur leur intime conviction. Ils ont répondu à un certain nombre de questions. Les jurés, qui à l'époque délibéraient sans les magistrats, reviennent. Ils ont été obligés de se débrouiller avec ces questions. Gaston Dominici a-t-il assassiné, etc., etc. Ce crime a-t-il été commis avec les circonstances aggravantes? Enfin, vous voyez, les questions très techniques. Ils ont répondu oui. Ils ont répondu oui, sauf à la question des circonstances atténuantes,
à laquelle ils répondent non. Ce qui signifie en clair que Gaston Dominici est condamné pour avoir assassiné Sir Jack Drummond, son épouse, Lady Anne Drummond, et leur fille, âgée de 8 ans, la petite Élisabeth. Il est condamné à mort. À l'époque, les assises représentaient un enjeu considérable. La mort rôdait dans l'antichambre de ces salles d'audience. Elle était là, présente, et c'est vrai que les avocats qui se battaient contre elle, les magistrats du parquet qui la requéraient, l'enjeu qui était considérable, tout cela faisait que la France, et dans cette affaire le monde entier, se passionnait pour le résultat. Or, dans l'affaire de l'assassinat de la famille Drummond, il faut savoir que l'agitation médiatique qui s'est emparée de la France, je dis pendant 4 jours, on n'a entendu parler que de cela, avec des dizaines et des dizaines de journalistes venant du monde entier, eh bien cette agitation, nous la trouvons dès la découverte du cadavre des malheureuses victimes, le 5 août 1952, au matin. Dans la journée, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre, et comme il s'agit de sujets britanniques, la presse anglaise est là, il y a en permanence une centaine de journalistes qui vont s'installer dans cette petite localité des Basses-Alpes. C'était les Basses-Alpes. Maintenant, ça doit être les Alpes-Maritimes, c'est plus tendance. Mais à l'époque, il y avait les Hautes-Alpes et les Basses-Alpes. Donc, un trouble considérable dans l'opinion publique, au niveau d'ailleurs mondial, car vous verrez qu'on envisagera même l'hypothèse d'un assassinat impliquant les services secrets soviétiques. Pourquoi pas ? Je pense que cette affaire était en réalité beaucoup plus simple. Lorsque le verdict de mort est prononcé, Gaston Dominici, beau septuagénaire, alerte, mais quand même un homme d'un certain âge, réagit assez violemment à un juron, les 5 lettres. Alors, elle est forte celle-là. Ah, les salauds. S'adresse au jury. Et puis, immédiatement, dans la foulée, il va s'entretenir avec ses 3 avocats. Alors, il a 3 grands avocats. Il a Émile Polack, dont vous avez probablement entendu parler, parce qu'il plaidait encore il n'y a pas si longtemps. Pierre Charrier et Charles Alfred. Ce sont de grands avocats qui se sont donné beaucoup de mal pour tenter d'arracher leurs clients à la guillotine, mais des avocats qu'on sent troublés. On sent troublés parce qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ils ne le savent pas. Et la famille Dominici a tellement menti, est tellement revenue sur ses aveux, sur ses mises en cause. Les Dominici, il faut le savoir, parce que ça n'est pas suffisamment dit lorsqu'on évoque cette affaire, sont capables de vous dire tout et son contraire en 5 minutes. Alors évidemment, cela ne facilite ni la tâche de la police, ni la tâche des magistrats, ni bien sûr celle des avocats qui ne savent pas à quel sein se vouer. Or, Gaston Dominici, qui à plusieurs reprises a avoué, nous allons le voir, et puis est revenu sur ses aveux, va leur dire « c'est pas moi, c'est pas moi ». C'est mon fils Gustave, mais je ne suis pour rien dans cette affaire. Alors ils sont affolés, ils ont sur les bras un client qui vient d'être condamné à mort. L'affaire a fait grand bruit, donc rien ne dit qu'à l'issue du pourvoi en cassation qu'ils ont élevé, si celui-ci est rejeté, rien ne dit que le président de la République le graciera. À l'époque, le président de la République, Vincent Auriol, n'était pas tendre.
je me rappelle que dans une affaire, Jacques Izorni, le grand avocat, le défenseur du maréchal Pétain, était venu plaider devant Vincent Auriol la cause d'un de ses clients qui avait été condamné à mort, que je l'ai évoqué d'ailleurs cette affaire, il s'humilie devant le président de la République. Il lui dit: j'ai mal plaidé ce dossier, je me sens responsable de cette condamnation à mort. Et Vincent Auriol le raccompagne à la porte et lui dit avec un bon sourire: que voulez-vous, Izorni, je ne peux pas vous faire guillotiner à sa place. Et il rejette le recours en grâce, c'est-à-dire que le client d'Izorni va être guillotiné. Oui, c'est quand même un petit peu léger, je dirais, cette bonne plaisanterie, là, avec un petit accent bien de chez nous, du président de la République. Donc, c'est pas un tendre. Donc, pour les avocats, c'est un problème de conscience. Et lorsque leur client leur dit: c'est pas moi, c'est l'autre, c'est mon fils, oh là 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 là, immédiatement, il s'adresse au garde des Sceaux, Guérin de Beaumont, et lui envoie une correspondance dans laquelle il dit: écoutez, notre client est peut-être innocent. Et le garde des Sceaux va immédiatement donner l'ordre d'ouvrir une autre information. Là, c'est terminé. Il est condamné. Il a été condamné. La Cour de cassation rejettera d'ailleurs le pourvoi. C'est fini. Hein. Mais on va ouvrir une autre information pour complicité, cette fois-ci d'assassinat. Donc, on a un assassin et on va voir s'il avait des complices. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, François Mitterrand, va s'adresser à un des meilleurs policiers, à un Maigret de la Sûreté nationale, le commissaire divisionnaire Chennevier. Alors Chennevier, il est caricaturé dans les œuvres de Borniche, ce policier qui a écrit Le Gang, qui a écrit de nombreux romans à base policière et surtout à base policière et sur l'histoire du milieu et des grands truands dont il a eu à connaître les exploits au cours de sa carrière. Donc Borniche l'a dépeint sous les traits du commissaire Vieuxchêne, uniquement préoccupé de rentrer sa bedaine, d'arborer sa Légion d'honneur et de préparer ses petits ateliers de francs-maçons. Voilà, globalement, alors le commissaire Chennevier, Vieuxchêne, on a conçu une amertume profonde. Il a, à son tour, sorti un livre de mémoire dans lequel il éreinte Borniche, d'ailleurs, la grande maison, et dans laquelle il raconte, à sa façon, les exploits de son service. J'avoue que je n'ai été réellement convaincu ni par l'un ni par l'autre, mais le commissaire Chennevier était quand même un bon professionnel qui savait obtenir les aveux, et Borniche a peut-être un petit peu exagéré en s'attribuant absolument tous les mérites de toutes les arrestations qui ont pu être opérées lorsqu'il était inspecteur de police par la Sûreté nationale. J'avoue qu'il y a un côté un peu fanfaron chez Borniche. Toujours est-il que le commissaire Vieuxchêne est prié de se rendre immédiatement à Digne. Or, il avait suivi de près cette histoire. Il avait même envoyé un de ses adjoints, le commissaire Gillard, en observateur au procès de Digne. Et vous dire qu'il suivait, il se passionnait pour cette affaire. Autre époque, hein, aujourd'hui jamais on enverrait un observateur à un procès, un service de police qui n'avait rien, qui avait un petit peu à voir, parce que c'était le service régional de police judiciaire de Marseille, dépendant donc de la Sûreté nationale, qui avait mené l'enquête. Mais c'est quand même extraordinaire de voir comment ces gens, à cette époque-là, étaient passionnés par leur boulot, par leur travail, et comment ils consacraient l'activité d'un commissaire principal pour aller voir comment ça se déroulait et répondre à des interrogations. Or,
lorsque ce procès avait eu lieu, petit clin d'œil, le commissaire Chennevier, dans ses mémoires, dit « J'étais en vacances au Sable d'Olonne, peut-être même à l'hôtel des Roches Noires, puisque Chennevier avait démarré sa carrière un petit peu après celle du commissaire Guillaume et des commissaires Massu, qui avaient servi de modèle à Georges Simenon pour son personnage du commissaire Maigret. » Toujours est-il que François Mitterrand lui dit « maintenant vous y allez, vous avez mon soutien total, vous avez les pleins pouvoirs, je m'en suis entretenu avec mon collègue de la justice, et vous allez reprendre cette enquête en exécutant les commissions rogatoires du juge d'instruction de Digne, le nouveau juge d'ailleurs, puisque celui qui avait suivi l'affaire depuis le départ, le juge Périès, venait d'être remplacé par le juge Carias, un tout jeune magistrat. Donc, Chennevier va descendre à Digne et prendre contact avec la magistrature locale. Ce n'est rien de dire qu'il a été mal accueilli. Il a été fort mal accueilli par le procureur général Orsatelli d'Aix-en-Provence, qui globalement lui fait comprendre qu'il y a une vérité judiciaire, il y a un condamné à mort, et qui ne comprend pas pourquoi Paris vient se mêler de cette histoire, et qui lui fait clairement comprendre qu'il ne facilitera pas son action et que même il s'y opposera quand il le pourra. D'ailleurs, les journaux locaux rappellent opportunément le lendemain que les témoins n'ont pas à déposer entre les mains des policiers venus de Paris. Certainement qu'il y a eu là une consigne qui venait du parquet général d'Aix-en-Provence. D'ailleurs, plus tard, le commissaire Chennevier, rencontrant à nouveau le procureur général, lui dira qu'il est quand même mandaté par les plus hautes autorités de l'État. Il y a 2 ministres qui se sont impliqués dans cette affaire. Et là, superbe, Orsatelli redressera, jettera en arrière et lui dira « Apprenez, monsieur le commissaire divisionnaire, que les ministres passent et que nous restons. » C'était sous la 4e République, et effectivement, les ministères chutaient tous les 6 ou les 10 mois. Donc, l'administration française, elle, continuait à fonctionner. Tout ceci a bien changé, d'ailleurs. On ne voit pas un procureur général tenir ce discours aujourd'hui à un commissaire de police. Le commissaire Chennevier va tout reprendre. Le garde des Sceaux, comme le ministre de l'Intérieur, disent bien « Nous sommes vos seuls interlocuteurs. Vous allez reprendre tout à zéro, vous allez voir ce qui n'a pas fonctionné et vous nous en rendrez compte. » Alors on oublie au passage quand même qu'il y a un juge d'instruction qui est tout de même l'interlocuteur direct des policiers qui vont exécuter ces ordres de mission, les commissions rogatoires, mais... Alors, le commissaire Chennevier ne descend pas tout seul. La police a aussi ses relais dans la presse. Et c'est Marcel Montaron. Alors, Marcel Montaron, c'est le grand fait diversier de l'époque. C'est celui qui suit tous les procès. D'ailleurs, le procès de Gaston Dominici sera suivi par les grands journalistes de l'époque, mais aussi par les écrivains. Jean Giono le suivra avec passion. Il est voisin, Manosque. Et il va d'ailleurs beaucoup parler de ce qui s'est passé aux assises, beaucoup écrire. Il y a Madeleine Jacob, la hyène des prétoires, écrivait ceux qui étaient victimes de ces articles au moment de l'épuration. Elle était journaliste à l'Humanité, si mes souvenirs sont bons, et réclamait des têtes à tire-larigot. Madeleine Jacob est là, un certain nombre d'écrivains sont venus assister à ces audiences. Alors Marcel Montaron,
qui a des relations avec le commissaire Chennevier, va aller interviewer les jurés. Et les jurés vont, sans trahir le secret du délibéré, qu'ils doivent conserver religieusement, les jurés vont faire part de leur mal-être et dire aux journalistes combien cette affaire les a mis mal à l'aise. Ils se plaignent d'abord d'avoir eu à répondre à des questions fermées. C'est ça le jeu des assises. Vous avez un certain nombre de questions auxquelles vous devez répondre. Sur la culpabilité, sur les circonstances atténuantes. C'est oui, c'est non, c'est pas peut-être. Et ils disent, voilà, nous étions complètement coincés, mais ils font quand même part de leur intime conviction. L'un d'entre eux dira « Oh, tout ça, c'était un ramassis de menteurs. » C'est clair. Un autre juré dira « Celui qu'on a ramassé était dans le coup. » Voilà, on en a eu un, on l'a condamné. Ils n'ont pas eu trop d'état d'âme, quand même. Et un troisième juré dira « Oh, tous ces gens-là ont tellement menti. » C'est vrai qu'ils ont menti, y compris devant le jury, devant la cour d'assises. Ils mentaient en permanence et ils mentaient sans aucun souci de cohérence. La famille Dominici, c'est vrai que c'était un ramassis de menteurs, à l'exception de Clovis, un des fils qui est toujours resté droit dans ses bottes et qui a probablement entraîné la conviction du jury. Alors, le commissaire Chennevier reprend tout à zéro et on ne peut pas dire que le juge d'instruction, Carias, d'ailleurs, se bouscule pour lui délivrer une commission rogatoire. Ça met un temps fou, mais ce qui permet au commissaire commissaire divisionnaire Chennevier de s'imprégner de l'ambiance et de comprendre ce qui s'est passé et de comprendre les raisons de l'échec. Alors finalement, d'ailleurs, comme Dominici, pour des raisons de santé, a été déplacé de sa cellule de condamné à mort dans une cellule de l'hôpital des Baumettes, Carias va, ce qui était possible sous l'empire du Code d'instruction criminelle et qui l'est toujours sous celui du Code de procédure pénale, va, plutôt que de mener lui-même les interrogatoires, et quand même la distance prise à l'égard du dossier, va délivrer une commission rogatoire, donc un ordre de mission, à un de ses collègues de Marseille, le juge Batting. Alors le juge Batting, c'est le double judiciaire, je dirais, de Chennevier, c'est celui qui a instruit toutes les grandes affaires du milieu marseillais, l'affaire du Combinati, des trafics de cigarettes, les bijoux de la Bégome, etc., etc. C'est un bon juge d'instruction qui prend son temps, qui est susceptible d'ailleurs d'avoir des contacts avec tous les milieux. Il est de la bonne bourgeoisie provinciale, fils de médecin, petit-fils de médecin, arrière-petit-fils de médecin. Il a des terres, ce qui est important pour tisser un lien et nouer un contact avec Dominici. Il chasse, il a des chiens, ce qui permettra d'avoir des sujets de conversation avec le vieux condamné à mort, mais nous verrons que ça ne servira pas à grand-chose parce qu'on se retrouvera toujours avec ces fluctuations incessantes d'un condamné, c'est plus un accusé, d'un condamné qui est bien difficile à cerner. Alors Batting va très bien s'entendre avec Chennevier. Alors la presse était là parce qu'on connaissait toutes les difficultés entre police, justice. Donc il y a 100 reporters qui attendent la sortie de Chennevier et de Batting, qui vont d'ailleurs quitter le palais de justice pour aller boire un coup, bras dessus, bras dessous. Donc là, il montre à la presse qu'il y a une unité entre le juge d'instruction et le policier. Chennevier ne vient pas tout seul, il vient avec un de ses adjoints, Gillard, et également avec l'élite de ses inspecteurs de police pour tenter de remonter
ce qui est très difficilement remontable 1 an, 2 ans après les faits, parce que c'est 3 ans, 2 ans et demi en tout cas au minimum après les faits, rien de plus difficile que de remonter une affaire qui est ratée dès le début. Donc nous allons voir ce qui s'est passé le 5 août, dans la nuit du 4 au 5 août 1952, dans 15 jours, et je vous dis à très bientôt.